Bonjour à tous et bonsoir, bienvenue sur Watch TV pour cette reprise de Broadcast Time, le rendez-vous des nouveaux médias, des nouveaux moyens de production, des web TV et désormais aussi du broadcast. Salut Fabrice. Salut Benjamin, bonjour à tous, salut. Grand plaisir de te retrouver pour cette nouvelle saison. T'as vu, hein, j'ai pris des couleurs. Tu as pris de belles couleurs, tu es bronzé. Je suis allé dehors, on m'a dit que ça allait prendre l'air, j'ai pris l'air. Tour de France, on va en reparler évidemment avec alors notre invité. C'est un ami de la maison, on se connaît depuis longtemps. Stéphane Faudeux, bonjour. Bonjour. Ravi de te retrouver et de t'accueillir ici sur le plateau de Broadcast Time. Alors, on va expliquer la raison de ta présence. Tu vas revenir très souvent cette saison parce que Watch et MediaQuest, le magazine que tu as créé, vont faire un bout de chemin ensemble. Raconte-nous un petit peu d'abord ce que vous faites chez MediaQuest. MediaQuest, c'est un magazine qu'on a lancé... Je ne vous vois pas, hein, c'est un vous collectif. Exactement. Hein. C'est un magazine qui a été lancé maintenant il y a 2 ans. Avec, je dirais, une orientation qui est pile poil dans ce que vous faites aussi durant cette émission. Nous, notre slogan, c'est cinéma, télévision, audiovisuel dans un monde connecté. On a un site web, un magazine papier, parce que le papier, on y croit encore. Application smartphone, tablette, une newsletter, et puis aujourd'hui une émission effectivement à laquelle on est ravis de participer, d'y apporter nos connaissances, notre background tout au long de l'année. Formidable, on est très très content aussi de t'avoir avec nous. Alors MediaQuest, donc c'est un magazine donc pro, très clairement, qui est dans les meilleurs bacs, on va dire, dans les grands rendez-vous que sont les grands salons mondiaux, dans quelques jours à l'IBC. Hein. Exactement. En fait, nous, notre magazine a la particularité d'être déjà gratuit. Donc on peut le récupérer sur des salons en France, à l'étranger. C'est un numéro aujourd'hui qui est un bimestriel. Peut-être que ça comptera un peu plus dans le temps, mais pour le moment on est sur une fois tous les 2 mois. Donc à l'IBC, qui est ce grand show qui se tient à Amsterdam dans quelques jours. On le retrouvera aussi sur le Sportel, qui est un événement assez intéressant qui parle beaucoup de tout ce qui est droit sportif, qui a lieu à Monaco, mais qui aussi de plus en plus parle de la technologie liée au sport. Et on a fait d'ailleurs un dossier assez intéressant sur comment le second écran, tablette, smartphone aujourd'hui sont utilisés dans le domaine du sport, beaucoup pour le foot, mais on verra qu'il y a d'autres types d'applications. Et on sera aussi sur le MIP, orienté programme télé. Voilà, donc tous les grands rendez-vous. Alors on a une petite place très gentiment dans MediaQuest, donc on est très fiers aussi d'être associé à ce que vous faites. T'es un ancien de Sonovision, t'as une vraie expérience, une vraie expertise et de la bouteille dans ce milieu du broadcast. Nous, on va constamment avec Fabrice un petit peu tirer le sujet vers le grand public, ou en tout cas un grand public éclairé, on va dire. Ouais, ou un peu moins connaisseur, même le grand public, tout simplement, parce que moi je découvre aussi certaines choses de plus en plus, c'est que les gens sont de plus en plus fascinés, non pas parce qu'ils voient, mais parce qu'il y a derrière. Parce que mine de rien, aujourd'hui, le grand public a aussi les produits qu'on utilise, les grandes caméras. Ok, très bien, ça, c'est un personnage. Oui, mais moi, mon père avait déjà acheté le matériel pro, même, tu vois, limite plus cher que la voiture. Et c'est pas pour rien. Et derrière, les autres aussi, les amis. Et de voir ce qui se passe derrière, les coulisses, non pas forcément que de l'événement, comme on va le voir sur ce qu'on va faire un peu de partie de cette année, mais aussi du matériel. C'est-à-dire que, pourquoi acheter cette caméra et pas l'autre ? Ben oui, mais l'autre, c'est une caméra pro. C'est quoi la différence? Je vois une grosse différence de prix, mais finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. Et moi, je sais que je lis de temps en temps leurs petits articles, discrètement, pour avoir au moins une confirmation de mes informations à moi, ou une confirmation de ce que je ressens. Quand je vois un produit, je me dis, tiens, quand même, là, ils ont un peu merdé, fabricants. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Et je regarde aussi chez eux ou chez d'autres. Je dis, non, je suis pas le seul à penser ça me rassure, déjà. Et c'est vrai que le grand public fait comme nous, hein. On va piocher les infos partout, puis on se dit, on est combien à dire que c'est pas bien ça, ou c'est justement que c'est très bien. C'est intéressant. Et c'est vrai que le grand public, il y a de plus en plus qui sont des amateurs éclairés. On va dire ça. C'est vrai qu'une des caractéristiques des dernières années, c'est que finalement la frontière entre le pro et le grand public est devenue... Il y a encore évidemment une différence, mais dans certains cas, il y a du matos
qui est devenu à tarif grand public, qui peut et qui sert aux professionnels. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme tu le disais, les frontières se sont effacées. Alors, ça dépend. Il y a encore certains pans d'activité, c'est-à-dire que le broadcast, c'est-à-dire les grandes chaînes nationales ou les grandes chaînes thématiques, restent avec une grosse partie d'équipements très spécifiques, comme les grosses chaînes de radio. Ça, c'est un peu la même chose. Ou le cinéma aussi. Il y a encore certaines habitudes un peu de luxe, on va dire, et qui nécessitent des équipements capables de fonctionner 24/24, pas de panne à l'antenne, d'où des prix, voilà, cette différence. Mais c'est vrai que le professionnel s'est aussi emparé de matériel qui était dit grand public. Les GoPro, sans citer de marque, il y en a aujourd'hui partout, que ce soit le Freerider, mais aussi la dernière production d'Hollywood qui va mettre 4 GoPro qui vont être sans doute exploser dans des cascades, mais ça leur coûte beaucoup moins cher que des grosses caméras. Les appareils photo, réflex, capables d'enregistrer en HD depuis quelques années, là aussi, des longs métrages ont été faits avec ces technologies. Et c'est vrai qu'il y a moins... La barrière s'est effacée, à la fois psychologique, économique c'est vrai, mais psychologique aussi. Il n'y a plus, je dirais, besoin d'avoir une très très grosse caméra aujourd'hui pour faire un reportage. On peut filmer avec un smartphone et ramener le scoop, quoi. Il n'y a plus vraiment ce côté où vous snobez un petit peu parce que vous n'aviez pas la caméra d'épaule, dernier cri. Alors, ça arrive encore sur certaines exploitations, quand tu arrives avec un produit dont je tairai le nom, mais un peu petit, on va dire, pour faire de la diffusion en live ou autre, on te regarde en disant... On va en parler d'ailleurs, aujourd'hui, de petites caméras qui n'ont pas grand-chose à envier aux grandes, d'ailleurs. Maintenant, c'est parce que la technique a évolué aussi. Ça va mieux, ça va plus vite. Les process, c'est simple, regardez, on va comparer avec l'informatique. L'informatique, aujourd'hui, l'ordinateur est tout petit, on fait des choses énormes. À l'époque, il nous fallait Apple, pour en citer qu'un, il fallait des murs entiers de serveurs. Aujourd'hui, l'informatique est tout petit. Toute la technologie de notre métier, de base, que ce soit le son, l'image, même la lumière, a évolué de telle façon qu'aujourd'hui, les barrières sont infimes. On est d'accord, je vais prendre un exemple de base, une caméra, et la différence, la plupart du temps, entre un pro et un grand public, il y a 2 slots de mémoire au lieu d'un. C'est l'une des premières différences. La connectique aussi. Il y a du manuel plus que de l'automatique. Et la connectique, voilà. Mais finalement, c'est les options qui vont changer. Alors Stéphane, donc tu ne connaissais pas Fabrice, on fait les présentations là aujourd'hui sur Watch. Je reste. Vous nous suivez d'ailleurs peut-être sur les box, parce que vous savez qu'on arrive sur les box pendant ce mois de septembre. Il y a deux canaux à retenir, il y a 2 dates qu'il faut que vous gardiez en tête. D'abord, il y a le début septembre, l'arrivée sur Free, canal 154, et puis mi-septembre, l'arrivée sur la box de SFR, canal 178, et ce n'est qu'un début, et donc on compte sur vous sur les box, et on est très heureux de toucher un nouveau public. Alors, je te présentais, mon cher Stéphane, Fabrice. Alors, tu vas voir qu'il a un peu tendance parfois à parler beaucoup de son, parce que c'est quand même ta spécialité au départ, Fabrice. C'est mon cœur de métier, mais c'est comme, je pense qu'il nous parlera beaucoup d'images ou de réalisation, parce qu'il vient de là. Alors, on a une tendance à garder un peu le cœur de ce qu'on sait faire. Après, par contre, j'ai pas eu le choix, je me suis élargi. Voilà. Avec l'âge, on s'élargit, comme on dit, on s'épaissit, c'est ça. Ma maman disait toujours, on s'épaissit dans tous les sens du terme. Donc on va faire avec. Voilà. Non, on va parler de tout. Pas que du son. Alors aujourd'hui, on s'est fixé un programme. Le temps passe vite. On a déjà mangé 8-9 minutes, donc on va avancer. Déjà, on peut donner le rendez-vous de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera en train de faire les valises de l'IBC. Et justement, la semaine prochaine, on vous réserve une émission pour vous donner un avant-goût de ce qu'on espère, de ce qu'on attend voir à Amsterdam. Stéphane, allez, juste en apéritif, ça s'annonce comme un bon cru, l'IBC, cette année ou pas? C'est dur de le dire avant, parce qu'il y a toujours des annonces de dernière minute, et je pense que par contre l'ère du salon où il y a des scoops gigantesques est finie. C'est-à-dire que le buzz se fait de manière très très maîtrisée par les directeurs marketing, par les directeurs de la communication. On voit que des fois les produits sont même annoncés avant les salons et jouent plus sur les grandes dates des salons pour faire des lancements de produits. Apple nous a aussi habitués souvent à ça, mais c'est un salon de confirmation IBC. C'est vrai qu'il y a
2 salons importants dans l'année, le NAB qui se déroule à Las Vegas au mois d'avril et IBC qui est le pendant européen début septembre. Et globalement, les annonces du NAB, les produits qui franchissent l'Atlantique et qu'on retrouvera en Europe sont lancés durant IBC. 6 mois plus tard. Voilà, donc les confirmations seront sur IBC, beaucoup de choses autour de la 4K et d'Ultra HD. Ça, c'est sûr que dans la production, ça a un véritable sens. L'impact va être, je pense, assez important. Et il y a beaucoup de caméras, la gamme de caméras 4K, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine, va aussi elle s'épaissir. Tous les acteurs sont présents, à part un, mais tous les acteurs sont on le dira la semaine prochaine. Voilà, sont présents. Faut regarder. Hein. Alors aujourd'hui, donc on s'est dit qu'on allait faire monter un petit peu la température, et puis on va profiter de ce premier numéro de l'année pour faire un petit peu un round-up en tout cas des nouvelles qui nous ont marqué. Il s'est pas forcément passé beaucoup de choses, mais tu l'as dit Stéphane, il y a quand même eu des annonces. Alors, je voudrais qu'on commence par la première d'entre elles. C'est une caméra que tu es allé voir à Londres. Ouais. C'est Sony qui la sort. Alors typiquement, pourquoi est-ce que cette caméra qui a plein d'atouts et de charme a été annoncé un mois avant l'IBC, en plein mois d'août. Effectivement, l'annonce s'est faite alors fin juillet, ouais, tout à fait. Sony a voulu faire les choses en grand, puisqu'ils ont convié globalement 1 ou 2 journalistes par pays européen, et a fait son annonce dans les studios mythiques de Pinewood. Voilà, on a essayé d'ouvrir les portes pour voir le tournage de Star Wars, mais bon, ça n'a pas vraiment marché. Il y avait des vigiles avec des lunettes laser, donc c'était trop dangereux. Des snipers. Exactement. Des snipers à Pinewood. Je pense qu'en fait le produit qu'a présenté Sony en fait d'ailleurs ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est un tout petit format. C'est un petit format. C'est un petit volume de caméra. Ouais, c'est entre le prosumer et le pro, quoi. C'est-à-dire que c'est une évolution d'un caméscope grand public qui existe, qui a été lancé il y a quelques mois chez Sony. C'est un caméscope qui est vraiment un produit d'entrée de gamme pour le monde, on va dire professionnel, qui est assez intéressant parce que en dehors de sa compacité, et on le verra sur les autres quelques produits qu'on pourra citer tout à l'heure, c'est qu'à la fois c'est un produit qui se veut évolutif. C'est-à-dire ça, c'est la grande tendance aujourd'hui. Explique-nous tout de suite de quoi on parle, parce que c'est assez étonnant. C'est-à-dire en fait vous achetez aujourd'hui le caméscope qui est HD. On peut donner sa référence parce que alors Sony, c'est PXW70. Voilà. Ce sont des noms toujours aussi sexy, mais voilà, PXW70. Alors bon, ça veut dire quelque chose. On a essayé une fois de m'apprendre, les ingénieurs de Sony essaient de m'apprendre que le PX, ça veut dire effectivement, il y a un sens pour le commercial, c'est ce que ça veut dire. Moi, j'ai un peu oublié, mais c'est cette caméra, ce caméscope, effectivement, est évolutif parce que en gros, vous l'achetez aujourd'hui, il tourne en HD, mais vous pourrez faire une mise à jour qui est prévue en 2015, ils n'ont pas encore donné de date, et donc l'upgrader en 4K Ultra HD. On parle d'une mise à jour matérielle ou firmware? Non, juste logiciel. Juste logiciel. Donc le capteur est prêt. Et voilà, le capteur, c'est un capteur CMOS, et donc il est déjà effectivement 4K. Simplement, il est verrouillé, locké. Alors, il y aura peut-être des petits hackers aussi qui pourront peut-être aujourd'hui déverrouiller le produit. Mais voilà, il a deux options, et aussi au niveau de la connectivité, il pourra, je crois, avoir une connexion Wi-Fi qui sera aussi déverrouillée lors d'une mise à jour, et ça sera une mise à jour payante. Tu parlais d'une caméra, on va dire entrée de gamme dans le segment pro, SDI en sortie quand même. Oui, on peut. Donc elle est assez pourvue, bien pourvue en sortie. Les images qu'on a vues, qui ont été présentées d'ailleurs par un chef-op anglais qui a pu avoir le produit malheureusement que, je crois, 48 heures avant la présentation à la presse. Il devait l'avoir normalement une semaine avant, donc Alistair Chapman, qui en fait a fait quelques images dans la campagne anglaise. Et là où c'est assez bluffant, d'une part, c'est qu'il y a une gamme de focales qui est assez importante. Donc elle est très bonne en longue focale. Et surtout, elle est très très bonne en basse lumière. Donc pas de bruit dans l'image. Et ça, c'était assez bluffant.
pour une caméra de cette catégorie. C'est aussi ce qu'on voit la tendance sur d'autres produits, c'est en dehors de cette évolution possible, c'est qu'aujourd'hui c'est le multi-format aussi au niveau du codec. Donc vous pouvez choisir de l'AVC, vous pouvez choisir le XAVC, qui est le nouveau codec qui existe en fait, qui est un peu qui est le concurrent des codecs de Panasonic, c'est-à-dire soit en très compressé jusqu'à des formats non compressés 444 pour le cinéma numérique. Donc c'est le codec que défend aujourd'hui Sony. Et voilà, c'est assez intéressant d'avoir cette polyvalence. Bon, je crois qu'il y a 3 modèles de caméra dont tu voudrais nous parler. Finalement, ce petit modèle Sony très évolutif, quel intérêt il a parmi ta sélection de l'été? L'intérêt, c'est qu'il effectivement il est évolutif. Aujourd'hui, en termes de gamme de prix, c'est un produit qui est annoncé alors sur cette version standard autour de 2600 €. Il a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'il est NFC, donc vous pouvez l'appairer avec un smartphone Sony directement sans avoir de... Enfin, la démo qu'ils ont fait, ils ont mis un peu de temps, mais normalement ça s'appaire assez rapidement pour pouvoir en fait piloter votre caméscope depuis votre smartphone Sony ou autre après, tablette, etc. Tu sais quoi, Stéphane, on va passer aux autres parce que je vois que l'heure tourne et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps d'aborder le reste. Alors, allez, on se donne une grosse minute par sujet. Je crois que tu as 2 autres caméras. Il y a 2 autres caméras. Enfin, dans cette gamme que je trouve assez intéressante. Alors, revenir sur un produit qui est un peu plus ancien, qui est sorti au début de l'été, qui est un caméscope qui est le plus cher des 3 dont je vais parler, qui est le Panasonic, la JPX 270, qui est vraiment plutôt orienté pour le marché des news. Les chaînes de télé ont un peu craqué. Je crois que BFM a fait l'acquisition de pas mal de ces caméscopes. Il est intéressant parce qu'il est aussi très connecté dans le sens où, enfin, le but de Panasonic, en gros, demain et après-demain, c'est vous filmer, pouf, c'est tout de suite dans le cloud. Streaming direct, vous arrivez. C'est aussi beaucoup la stratégie de JVC avec mais Panasonic, ça a été assez discret, on n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, ils ont acheté une société il y a un peu plus d'1 an, qui justement est dans le cloud, travaille dans le cloud, et l'idée c'est, voilà, vous avez, après se pose beaucoup de questions d'ailleurs sur la déontologie, le temps entre le moment où je tourne et est-ce que ça doit être toujours diffusé, bon ça c'est un autre sujet, mais c'est une très bonne caméra, c'est la première caméra aussi pro équipée de micro P2, et pareil, grand choix dans les codecs, etc. Quelle gamme de prix? Elle est autour de 4800 €. Oui, donc c'est pas non plus les plus chers dans ce type de créneau, on va dire. Et une caméra qui... D'ailleurs, il y a un banc d'essai dans le prochain MediaQuest qui est un petit coup de cœur. En fait, c'est la nouvelle caméra chez Canon qui est la XF205. J'avoue que je me posais vraiment la question sur ce produit. Je trouvais que les autres modèles de Canon étaient un peu en dessous justement de Sony ou de Panasonic, et je trouve que c'est un très très bon compromis. Il y a une très belle qualité d'image, et surtout ce qui est intéressant sur cette caméra, d'ailleurs comme sur les autres, c'est que les plus pros, les plus experts peuvent rentrer vraiment dans le détail, dans les réglages. Vous avez des menus de réglage si vous voulez aller régler. Quand on aime les menus, on est servi. On est servi. Il y a tout ce qu'il faut pour vraiment choisir les vitesses d'obturation. Enfin, c'est très bien fait. Ou si vraiment vous voulez pas rester en tout auto. Pareil, elle est aussi très bonne en tout auto, des petites choses qui ont été vues et refaites sur l'ergonomie justement pour le son. Tout ce qui est réglage de niveau sonore est beaucoup plus accessible que sur les anciens modèles. Pareil, biformat sur le codec, vous pouvez enregistrer en 2 formats et en MXF ou MPEG 4. Donc pareil pour les pros, vous pouvez enregistrer en 4.2.0 si vous voulez, ou MPEG 4 pour un montage tout de suite accessible. Donc voilà, j'ai été assez séduit par ce produit. Et Canon avait une petite indiscrétion, c'était une attaque franche sur le prix et de placer un produit très attractif. Produit qui est autour de 3500, 3600 €. Et par rapport aux réactions de la caméra, apparemment c'était un placement à voir après avec la fameuse Sony.
Alors, merci Stéphane pour ce point sur les caméras de l'été. On va continuer dans ce broadcast time number 1 de la nouvelle saison. Fabrice, avec un sujet que tu nous as rapporté, puisque tu as parcouru les routes de France au mois de juillet. Ouais, j'ai battu mon record personnel. Juillet-août, j'ai fait 13 000 km. J'avoue que je comprenais pas, j'avais mal au dos en rentrant. Maintenant, je comprends mieux. Tu n'auras pas de ristourne sur ton assurance. Non, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs. Et si moi je te dis 3,5 milliards 500 millions de téléspectateurs. Si je te dis 3 semaines d'épreuve de 9 équipes, de 22 équipes de 9 coureurs, et ben, tu me dis quoi, toi? C'est Watch TV sur les box. Qui sait? C'est le Tour de France. C'est un événement mondial, parce que ça touche tout le monde. C'est suivi sur les routes et à la télévision. Et il y a beaucoup de choses qui s'y passent. C'est une véritable aventure humaine pour les coureurs et pour ceux qu'on appelle les suiveurs, ceux qui travaillent sur le Tour, et pour ceux qui sont sur les bords des routes, parce que c'est aussi une aventure. Là, t'auras pas d'image, mais je te garantis que ceux qui suivent les routes du Tour avec leur camping-car savent se caler dans des endroits où même moi je n'irais pas mettre un vélo. Mais c'est pas que ça. Et tu vas voir que ce n'est vraiment pas que ça. Le Tour de France est aussi une zone technique d'arrivée différente tous les jours. Un véritable Tetris de plus de 120 camions. 32 km de câbles seront déployés. Il y a 3 groupes électrogènes de 2 MW chacun pour alimenter tout le monde en électricité. Ça représente la puissance d'une commune de 6000 habitants. Une installation également quotidienne de 150 lignes ADSL et de plus de 500 lignes téléphoniques, entre autres. Il ne faut pas oublier les commodités. 585 médias différents seront présents, dont 85 chaînes de télévision, 45 radios, et parmi elles, la RTBF. Tom Adam, c'est son 11e Tour de France. Avant, on avait un petit VOE Caravelle là, avec que de l'analogique dedans. On tirait des câbles jusqu'à la tribune en analogique à 12 paires. Aujourd'hui, on en est au full numérique avec de la fibre, des webcams, des transmissions en IP. Donc ça a bien changé. Alors du camion, on gère tout. Donc c'est le cœur central de nos transmissions en fait. Donc dans le camion, il y a un studio, une partie régie. Et de là partent toutes nos transmissions vers 2 chaînes. Donc on transmet sur 2 chaînes, une chaîne qui s'appelle Vivacité, qui est une chaîne de la RTBF, et une pure info qui s'appelle La Première, où on fait des interventions plus ponctuelles. Vivacité, on fait des émissions toute l'après-midi. Pour Hautacam, 145 km/500. Émission. Bonjour Philippe. Oui, en tout cas, les coureurs sont dans le brouillard, nous aussi, puisqu'il n'y a pas de... Une matinée normale avec la RTBF, en fait, le matin, on arrive vers 7h, donc on part de l'hôtel, il est 5h30 environ. On place le camion, comme tous les autres camions ici qui sont en zone technique. Et puis après, on doit tirer 2 câbles vers la tribune, une fibre optique pour tout ce qui est audio. C'est une transmission qui s'appelle l'Ethersound et un câble Cat5 qui doit être répété parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 100 mètres. Nous, parfois, on atteint des distances de 300 mètres. Donc, on doit répéter le signal à plusieurs endroits. Un câble Cat5 qui va servir à donner Internet aux journalistes et aux consultants qui sont en tribune et aussi à pouvoir capter l'image de ces personnes. Donc, on met des petites webcams en tribune et dans le camion aussi pour pouvoir voir les coulisses de la radio. Ce duo et le peloton au sein duquel les favoris resteront cachés. On a 3 caméras, une qui va filmer le technicien qui travaille pour avoir un peu de coulisses et 2 sur d'éventuels journalistes qui seraient dans le camion. Ensuite en tribune on a 3 caméras, 2 sur les journalistes et une qu'on met souvent sur la ligne. Donc on ouvre la fenêtre, on met la caméra sur la ligne pour qu'on puisse voir les coureurs passer au moment de l'arrivée. Alors pour mixer les images, on utilise un PC portable. Pourquoi un PC portable? Parce que ça prend très peu de place. Si on avait pris des systèmes comme BPX, etc., on aurait dû avoir un plus gros camion, c'est difficile à intégrer, etc. Ici, on a juste un PC portable avec un programme pro qui s'appelle Wirecast. En plus, on est dans une ère de la visual radio, donc tout doit être filmé. Au départ, on ne filmait qu'en studio. Et aujourd'hui, même en captation, on en vient aussi à faire des autres émissions, un autre type d'émission. Au départ, c'était juste des coulisses. Et puis après, on améliore les choses pour que ça devienne plus une émission se rapprochant de la télé, en sachant qu'on ne fera jamais de la télé réellement. Ça reste de la radio filmée. Voilà. Les équipes, les directeurs sportifs, on prend du bon temps et on profite évidemment de ce jour spécial puisque terminer un Tour de France, croyez-moi, c'est vraiment spécial pour un cycliste, qu'il soit le maillot jaune comme Vincenzo Nibali ou la lanterne rouge comme Cheng Ji, le premier chinois. Oui, on travaille beaucoup. On a 3 techniciens, 3 journalistes
Et en réalité, en technique, 1 jour sur 3, un technicien se lève pour venir installer tôt le matin. C'est souvent des journées. La journée où on installe, c'est souvent une journée à 14-15 heures, ça c'est sûr. Alors les 2 autres arrivent plus tard, quand tout est installé, et vont exploiter les 2 studios, puisqu'on a monté 2 studios, un pour la chaîne Vivacité, un pour la chaîne La Première. Et eux, ils vont travailler 8-9 heures. Et l'année prochaine alors? Ça, je sais pas encore. Ça, je peux pas te répondre. Ça dépend de la famille aussi, hein. Ça fait 11 ans où tous les mois de juillet je suis pas là, où les enfants restent à la maison, donc voilà, c'est à réfléchir avec ma femme. Donc très accueillant les Belges, Fabrice. Ouais, et puis et Tom est vraiment sympa. Moi c'est pareil, ça fait plusieurs années, j'en suis à peu près comme lui, plusieurs années qu'on se suit, et quand on parle d'aventure humaine, toi il parle de madame, c'est une véritable aventure humaine, hein. Les enfants voient le tour quand on passe pas loin de chez eux, et puis en Belgique ils ont fait le départ, et ben ils sont là, c'est-à-dire on a un accès privilégié parfois à la zone technique. Donc les enfants vivent l'intérieur de ce que fait papa. Il y a un truc très fascinant, et il le disait à la fin, hein, c'est dur mine de rien, on travaille, hein, mais même quand on travaille pas, on est présent c'est un cirque, c'est un véritable chapiteau qui se monte pendant 3 semaines tous les jours, mais c'est une véritable famille. C'est-à-dire quand il y a un pépin quelque part, tout le monde est là. C'est-à-dire que tu sois d'un média ou d'un autre, pépin technique, tu veux dire? Technique ou même physique. C'est-à-dire que il y a des blessés, il y a parfois des cas beaucoup plus grave. Il y a eu un décès, y compris cette année. Ce sont des choses qui arrivent. Les techniciens. Alors c'est quelqu'un de chez Orange, oui. Il y a eu quelqu'un qu'on a perdu dans une équipe. Ça arrive, c'est la vie. Faut pas oublier que c'est plus de 3000 personnes qui se déplacent. C'est un chapiteau pendant 1 mois, donc c'est la vie. C'est ce qui arrive tous les jours. Il y a aussi des naissances. Il y en a certains qui deviennent papa pendant le Tour de France ou maman pendant le Tour de France. On a connu ça. Donc c'est une véritable aventure humaine qui est particulière. Et une fois qu'on a été piqué, une seule fois, hein, c'est suffisant, hein. Tous ceux qui en parlent, ouais mais non, jamais, plus jamais, j'y retournerai jamais. Ouais, mais une fois que t'es piqué, hein. Tous ceux qui l'ont fait, que ce soit les journalistes, que ce soit les techniciens, que ce soit les réalisateurs, tout le monde, il y a quelque chose. C'est magique. Tu as 30 secondes pour m'expliquer, et on y reviendra sûrement, ce qu'est l'Ethersound. Alors l'Ethersound, c'est une technologie, c'est ce qu'on nous avait dit à une époque pour le son, la technologie de demain. C'est un seul câble, hein, c'est un câble réseau, où tu peux passer énormément de canaux audio, en fonction du matériel que tu vas utiliser, et donc au lieu d'avoir un multipaire, donc tu sais, le multipaire c'est un câble par affectation, et ben tu vas passer un seul câble, mais pour jusqu'à 60 et autres, suivant la technologie qui a évolué, canaux. C'est-à-dire que là, quand ils vont à la tribune, ils ont tout dedans, un seul câble. Donc ça peut être fragile, par contre c'est une technologie qui reste fragile. Quand on roule dessus, quand on se prend les pieds dessus ou autre, ça reste de l'informatique, hein, c'est un câble réseau, c'est magique, mais c'est utilisé maintenant partout, hein, toutes les grandes scènes, les gros studios ou autres, c'est utilisé. On en fera une émission spéciale sur Ethersound, on fera venir des gens qui s'y connaissent vraiment et des gens qui s'y connaissent pas du tout, parce qu'on verra que c'est une porte qui donne accès à un monde très très particulier. On rentre dans l'informatique, hein, de nos métiers. Là, si tu n'es pas calé en informatique un minimum, il y a un moment ou un autre, ça ne marchera pas. Il faut connaître le réseau, comme on dit, ça va être l'une des clés. Voilà, on arrive au bout de ce premier broadcast time de l'année. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour, on va dire, une sorte d'apéritif avant l'IBC. On retrouvera Stéphane avec grand plaisir, et on vous invite évidemment à vous jeter sur le nouveau numéro de MediaQuest qui doit arriver d'ailleurs en même temps que l'IBC. Exactement, pareil, autour du 11-12. Il n'a pas fini, il n'a pas fini. Je crois qu'il est bouclé, hein, depuis. Il est parti. Il fallait, hein. Oui, il est parti à un moment, faut bien l'envoyer. Merci beaucoup, et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Broadcast Time. Salut à tous et bonne journée.